Dans la deuxième partie de l'émission, nous nous intéresserons à des activités menées cette semaine à Bamako par le Centre malien de promotion de la propriété industrielle et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Il s'agit de la réception du bâtiment rénové du Centre de documentation en propriété intellectuelle, de la remise du certificat d'enregistrement de l'indication géographique protégée du Bogolanfini au Mali et de la signature du contrat d'objectif concernant le projet structurant du Siro Balembo. Notre invité est Issoufou Soumaïla Mouley, directeur du Centre malien de promotion de la propriété industrielle. Bonjour Monsieur Mouley et bienvenue. Bonjour Monsieur Kone. Merci d'être venu. Premier sujet donc, les documents standards du partenariat public-privé ont été validés cette semaine au cours d'un atelier national dont la cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Les documents validés sont destinés à encadrer et à fluidifier la mise en œuvre des partenariats publics-privés au Mali. Ils devront garantir aussi l'efficacité et la transparence du processus. Revoyons le reportage de Mamari Kone et on revient sur le plateau. Le guide méthodologique des partenariats publics-privés, les documents de consultation et le contrat de partenariat public-privé, tels sont les documents soumis à validation lors de cet atelier national de 5 jours. À l'instar des autres pays, le Mali s'engage résolument dans une quête déterminée de souveraineté économique. C'est dans ce cadre que le gouvernement a impulsé la stratégie partenariat public-privé en vue de pallier le déficit d'infrastructures structurantes et de favoriser la qualité et la durabilité des infrastructures à travers les recours au secteur privé. La mise en œuvre du cadre du partenariat public-privé est en cohérence avec la vision du Malikura Nyatasira Kabe Samba Flani Biron Nisabama et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, qui ont pour objectifs fondamentaux la refondation de l'État et la transformation structurelle de l'économie malienne sur la trajectoire de l'émergence et le développement durable avec un secteur privé fort. Le présent atelier, qui vise à long terme la promotion et le développement du partenariat public-privé, entre en droite ligne de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement 2025-2026, notamment l'axe 3, je cite, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, fin de citation, qui est en cœur des priorités du président de la transition, chef de l'État. Afin d'accompagner les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du processus, l'unité de partenariat public-privé de la primature a élaboré un certain nombre de documents standards. Il s'agit des projets de documents standards suivants. 1. Le guide méthodologique des partenariats public-privé au Mali, référentiel qui propose une démarche permettant d'aider les décideurs à choisir la meilleure solution de réalisation d'infrastructures en mode PPP, et d'accompagner les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du processus PPP au Mali. Les documents de consultation de ces types de préqualification, de ces types d'appels d'offres ouverts en une étape, de ces d'appels d'offres en 2 étapes et rapport type d'évaluation des offres. Et enfin, le closier type de PPP au Mali, outil présentant une architecture standardisée d'un contrat de partenariat PPP. Les documents produits ont pour objet de proposer une démarche permettant d'aider les décideurs à choisir la meilleure solution de réalisation d'infrastructures en mode PPP. Les documents standards sont destinés à encadrer et à fluidifier la mise en œuvre des partenariats publics-privés au Mali. L'initiative s'inscrit dans la stratégie de l'État pour renforcer le cadre réglementaire des PPP et attirer des investissements privés dans les projets de développement. Au cours de ces 5 jours d'atelier, vous serez amenés à examiner minutieusement les différents projets de documents standards en vue de leur finalisation. Cet atelier, qui regroupe un vivier représentatif des acteurs impliqués dans le processus PPP au Mali, contribuera à une large appropriation des documents avant leur mise en consommation. Au demeurant, conformément aux termes de référence, je vous exhorte à une analyse approfondie des différents projets de documents standards élaborés, mis à disposition en vue de faciliter davantage leur application. J'ose espérer que l'application de ces documents standards et la mise en œuvre des recommandations issues de vos assises permettront de booster la contractualisation et la mise en œuvre des projets PPP structurants, singulièrement dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de la santé, de l'éducation, des infrastructures de base,
tels que les routes, les zones industrielles, les zones franches, les ports secs, les équipements marchands et les infrastructures hydro-agricoles. Depuis la création en 2017 de l'unité de partenariat public-privé, dira le Premier ministre, 10 contrats ont été signés pour la réalisation des projets PPP pour un montant d'investissement cumulé de 641,178 milliards de francs CFA dans les domaines de l'énergie et de la sécurité. 12 projets potentiels sont en phase de structuration pour un montant de plus de 588 milliards de francs CFA dans les domaines de l'énergie, de l'eau potable et des équipements marchands. Le chef du gouvernement a exhorté les acteurs impliqués dans le processus de contractualisation des projets à observer scrupuleusement les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Voilà, Monsieur Diallo, nous allons parler tout à l'heure de l'atelier qui vient de se tenir à Bamako. Mais d'abord, parlez-nous un peu de l'unité de partenariat public-privé. Vous êtes un service public qui relève de la primature. Dites-nous exactement qu'est-ce que vous faites comme boulot. Merci beaucoup. Avant tout, je tiens à remercier Monsieur le Premier ministre qui a bien voulu nous accompagner pour que cet atelier puisse être une réalité. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'unité de partenariat public-privé, l'unité de partenariat public-privé est un organisme expert qui accompagne les autorités contractantes dans l'identification des projets susceptibles d'être développés en mode partenariat public-privé. L'unité valide également l'évaluation préalable. L'unité accompagne les autorités contractantes dans la préparation des dossiers d'appel à concurrence. L'unité donne un avis sur le projet de contrat. L'unité assure les formations et l'unité assure également le suivi, évaluation. Donc vous êtes une structure de facilitation. De facilitation, un organisme de consultation pour faciliter le processus. Parlons maintenant de l'atelier que vous venez d'organiser. Il avait pour objectif de valider les documents standards de partenariat public-privé. Pourquoi vous organisez cet atelier maintenant alors que l'unité existe depuis 2017 ? C'est une très bonne question parce que vous savez, l'unité a été créée. À un moment, on avait eu dans le cadre de financement partiel de la BAD, le projet d'appui à la compétitivité, le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne, PASEM, une ligne qui nous permettait de réaliser partiellement les documents. Bon, ce projet a démarré, mais à cause de certaines contingences, il y a eu des difficultés. Face à cela, j'ai commencé par, dans mes propos, par remercier Monsieur le Premier ministre parce que, quelle que soit votre bonne volonté, il faut le portage politique, il faut l'accompagnement. Donc, et à ce niveau-là, je réitère mes remerciements à Monsieur le Premier ministre qui nous a commis face aux différentes difficultés que je viens d'énumérer, de préparer les avant-projets. Et donc de ces dossiers-là, ces avant-projets, on les a préparés au niveau des experts que je tiens à remercier ici, les experts de l'unité. Ensuite, ils ont été validés par un comité technique, une commission technique qui regroupe les services extérieurs de la primature, les cellules, les régulateurs, les services de contrôle, ainsi de suite. Donc, ces documents ont été finalisés sous forme de projet à ce niveau et il a été jugé nécessaire d'élargir le spectre par l'organisation d'un atelier national où toutes les franges de notre vie administrative seraient représentées pour permettre à ce que les documents puissent être épluchés conformément aux instructions de Monsieur le Premier ministre, pour qu'au finish, on puisse avoir un document
dans chacun des documents puisse refléter vraiment un document national que tout le monde comprend, auquel toutes les représentations se retrouvent et qui peuvent être faciles à appliquer. Et on peut dire qu'à la suite de l'atelier, tous les documents ont été validés. Absolument. Et quel est le constat général qui dégage à l'issue de cet atelier, après la validation de tous les documents? C'est un sentiment de devoir accompli déjà? Ça, c'est vraiment, tout indique cela, parce que d'abord, depuis l'ouverture, vous avez dû voir, si vous voulez, la salle était de 200 places, il n'y avait presque pas de place, et il y avait 3 groupes, et chacun des groupes, donc il y avait une assiduité, un niveau de représentation très élevé, et aussi un engouement, parce que les personnalités qui sont venues sont les porte-parole si vous voulez, du processus. À leur niveau, si ces personnalités ont bien compris, ça peut créer une dynamique qui pourra faire que les PPP puissent être vulgarisés et que chaque acteur puisse savoir à quoi s'en tenir en termes de responsabilité et de mission. Et les principaux acteurs étaient impliqués, le privé comme le public? Le public, la société civile, je veux dire la chambre de commerce était là, les fêtières du secteur privé étaient là, le CNPM était là. D'ailleurs, le deuxième rapporteur, c'est la chambre de commerce et d'industrie. La société civile était représentée, les services de contrôle interne étaient là, les services de contrôle externe étaient là. Donc, le CNT était représenté. Donc, et toutes ces personnalités ont apporté vraiment, de par leur expertise et leur fonction, vraiment des contributions de qualité qui ont permis à ce que ces documents-là puissent être vraiment puissent refléter le souhait de Monsieur le Premier ministre. Je dois dire qu'on a commencé dans une atmosphère d'ambiance et on a terminé dans une atmosphère d'ambiance, et d'ailleurs on ne voulait même pas se séparer. C'est important. Et parmi les documents que vous avez validés, il y a ce qu'on appelle le guide méthodologique de partenariat public-privé. Il s'agit de quoi exactement? C'est quoi? Le guide méthodologique, c'est un outil structuré qui décrit toutes les étapes pour mener à bien le processus PPP. Donc c'est une transcription de tous les articles, les décrets de la loi, du décret, la mission de l'unité de partenariat public-privé dans une, si vous voulez, description qui facilite la tâche, si vous voulez, en termes de lecture publique. On n'a pas besoin, à partir du guide méthodologique, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour s'approprier la loi et ses textes d'application. Oui, c'est ça l'objectif. Donc, et vous pensez que ça va vous aider à faciliter le travail, parce qu'il y a aussi les documents d'appel d'offres. C'est différent. Les documents d'appel d'offres, ça c'est les documents pour partager en France, pour départager si vous voulez, les candidats et les soumissionnaires. Oui. Donc ça c'est des documents qui sont surtout utilisés par les autorités contractantes qui préparent les dossiers d'appel à concurrence avec l'avis de lancement, l'avis préalable de la DGMP pour le lancement, et puis après elles vont procéder à l'évaluation des candidats, soumettre aussi à l'avis de la DGMP, puis si le candidat retenu, vont procéder à l'élaboration du projet et de contrat. Et c'est en cela que le closier va leur permettre de faciliter leur travail. Parce que le closier décrit tous les articles pertinents, les clauses qui doivent être insérées dans un contrat de PPP. Il y a aussi un document qu'on appelle le document type de partenariat privé. Et comment il s'intègre dans le processus? Si vous voulez, c'est les documents de consultation type. Il y a l'appel d'offres en une étape et l'appel d'offres en 2 étapes. C'est-à-dire selon la complexité du projet, on peut aller à un appel d'offres en une étape. Si le projet est
très complexe. Donc on va à une présélection qu'on appelle appel d'offres avec des critères de présélection, appel d'offres en une étape avec des critères précis. Et les candidats sélectionnés, on leur donne le dossier maintenant de soumission. Et en ce moment, ils deviennent des soumissionnaires et qui vont être jugés et départagés par les critères qui sont prévus à cet effet. Et quand on parle de partenariat public-privé, ça veut dire que c'est des projets qui doivent toujours être des projets, si vous voulez, bilatéraux, enfin, avec d'un côté le public et de l'autre côté le privé, ou c'est pas ça? D'abord, quel que soit c'est-à-dire le projet de partenariat public-privé, le contrat, si vous voulez, c'est un contrat administratif comme le marché public. D'accord. Mais à la différence que dans le cas du partenariat public-privé, le financement pour les études, la conception, la réalisation, le financement total ou partiel, la réalisation et l'exploitation, ça c'est du côté du partenaire privé. Dans le cas des marchés publics, c'est l'État qui finance le projet. Dans le cadre des partenariats publics-privés, il y a soit un financement partiel ou un financement total du partenaire privé. C'est pour cela que il y a cette rigueur qui parle d'évaluation, qui parle de garde ou de précautions à prendre pour que, au bout du compte, l'intérêt général soit préservé. Voilà. Donc c'est un financement privé, totalement ou partiellement. Voilà. Et ce sont des projets privés, si on peut dire. Non, c'est des projets publics. D'accord. Ah, oui, parce mais qui sont financés par le privé. Pris en charge par le privé. Qui sont financés par le privé et dont le privé apporte aussi son expertise. Je peux expliquer cela d'une autre manière plus simple. Par exemple, quand on est en marché public, l'État lance des études, c'est vrai, et constitue ce qu'on appelle le dossier, l'avant-projet détaillé, qui prend tous les éléments jusqu'aux pièces écrites. S'il s'agit d'un pont, par exemple, la nature du pont, si c'est en béton armé, si c'est en béton précontraint, si c'est en travée indépendante, si c'est en travée continue, tout ça est prédéfini à l'avance, et lorsqu'on lance l'appel à concurrence, les candidats ne peuvent pas sortir de ce qui a été indiqué. D'accord. Pour le partenariat public-privé, l'autorité contractante, qu'on appelle la personne publique, et donc définit ses besoins. Je veux un pont qui va écouler en heure de pointe, que le temps de traverser soit de temps. Quand il y a des pannes, je veux qu'il y ait des engins de levage pour dans un délai de temps. Là, que si le pont est heurté, je veux que les réparations soient faites. Donc, il exprime tous ses besoins et les candidats postulent. Quand il postule, il prend l'offre qui répond le mieux, soit en une étape ou en deux étapes, à ses préoccupations à résoudre. Donc, et aussi, dans ce cas précis, l'exploitation revient au partenaire privé qui, dans le cadre de concession, se rémunère à travers les usagers, le service, le paiement du service par les usagers. Donc, il s'occupe aussi de l'entretien et de la maintenance. Et à la fin du contrat, tous ces biens-là reviennent à la personne publique. C'est ça le PPP. Et dans ce processus-là, il y a un risque substantiel qui est transféré au partenaire privé. Et je peux m'expliquer, par exemple, le risque de qualité, ou le risque d'entretien, ou le risque de maintenance. Quand on va en partenariat public-privé, on ne se préoccupe plus de mettre à côté un budget pour dire le pont doit être entretenu. C'est le privé qui le fait. On dort tranquille. On dort tranquille. Voilà. Mais avant d'y arriver, il faut que tous les garde-fous soient mis pour que l'intérêt général soit préservé. C'est pour cela qu'on a mis à la disposition. Mais pour l'entretien, il y a aussi un délai, parce que il doit tout ça. Il y a, si vous voulez, des critères. Je veux dire, si un garde-corps de pont ou si est endommagé par un choc, il y a un délai qui est prévu. Donc tout est détaillé. Donc c'est pas à la fin qu'on va dire qu'on n'a pas prévu ceci.
Okay. C'est ça l'avantage des partenaires publics. C'est ça. Et vous avez pris l'exemple du pont, mais vous avez aussi d'autres domaines prioritaires. Il y a par exemple des questions d'eau, de santé, peut-être. Bien sûr. Ouais, les hôpitaux, les hôpitaux, les infrastructures sociales rentrent dans la catégorie du pont, la catégorie de PPP, et du type PPP à paiement public. C'est-à-dire, vous savez que ces infrastructures, c'est très difficile de pouvoir. On ne parle pas de rentabilité à ce niveau. On parle d'amélioration du cadre de vie, et c'est des infrastructures sociales pour lesquelles, lorsque toute la procédure est terminée, on va arriver à développer le projet par le partenaire privé. Là aussi, on va lui dire, il faut pas, dans les exigences, cahier de charge, s'il n'y a pas l'EDM, il ne faudrait pas, dans 2 secondes, il doit avoir le relais, les machines d'imagerie, tout ça doit être entretenu, l'environnement social doit être propre, et il y a des indicateurs de performance qui sont à ce niveau. Et là, puisque c'est pas... Si les patients payent, il y aura une partie qui va être prise en charge par l'État pour permettre à ce que les soins soient soutenables. Donc ça c'est prévu par la loi. Donc les infrastructures sociales sont prévues par la loi. Monsieur Moulay, vous venez d'écouter Monsieur Diallo concernant le partenariat public-privé. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous estimez que ça permet de développer davantage l'économie ou de créer beaucoup plus d'infrastructures? Merci, Monsieur Koné. Je pense que j'ai bien écouté Monsieur Diallo par rapport aux explications qu'il a eu à donner concernant le PPP. Je trouve qu'effectivement, le PPP est un moyen stratégique pour l'État de combler son déficit de financement dans le cadre des investissements publics. Et il y a beaucoup d'avantages qu'on peut tirer de cet investissement, de ce financement d'investissement, notamment le fait qu'on peut avoir un investissement disponible de qualité pour les usagers. Parce que tout qui connaît le rôle de l'État, c'est de créer des externalités de façon positive sur l'économie afin de bénéficier au bien-être des populations. Mais on connaît les contraintes de l'État, c'est l'insuffisance, le manque de financement. Donc le PPP est un bon outil stratégique qu'on peut utiliser à bon escient pour pouvoir combler ce déficit de financement. Alors, M. Diallo, de la création de l'unité de partenariat à nos jours, je crois savoir qu'il y a 10 projets qui ont été, 10 contrats qui ont été signés. C'est une moyenne d'un contrat par an. Est-ce que c'est suffisant? Vous savez, en matière je vais vous dire, les PPP, font partie de la famille de la commande publique. En matière de partenariat public-privé, je vous comprends, ce n'est pas... Il faut aller prudemment. Il faut aller sûrement. D'accord. C'est le financement du privé qui finance l'investissement public, que ce soit partiellement ou totalement. C'est pour cela que le législateur a mis de façon rigoureuse certaines dispositions à observer. Parce que là, il ne s'agit pas d'une course de vitesse. Il s'agit d'une course de fond. Il faut se hâter lentement. Et lorsque un projet est approuvé, qu'on sache que c'est un projet qui est viable, que c'est un projet qui contribue à améliorer le bien-être de la collectivité, c'est un projet qui apporte, c'est-à-dire qui est rentable. Le partenaire privé va avoir son compte, si on peut parler facilement comme ça, mais de façon équitable. C'est-à-dire c'est fait de manière à ce que le contrat soit équilibré. Il y a aussi, le ministre le sait, il y a de nombreux projets que l'État a eu à rejeter parce qu'ils ne correspondent pas. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit, souvent en privé, il y a une expression que vous allez me permettre, on dit, il vaut mieux ne pas dépenser que de mal dépenser. D'accord.
Je crois que dans le cadre de notre pays, c'est extrêmement important. L'État a beaucoup de priorités et lorsque l'État a beaucoup de priorités et lorsque l'État s'engage, que ce soit un projet viable, reconnu comme tel, et que la société civile, les consommateurs puissent se reconnaître dans ce projet-là. Donc, moi, je comprends ce que vous dites, mais les choses ne sont pas arithmétiques. Je vous remercie. Et les 10 contrats ont été financés à hauteur de 641 milliards. Ce sont les privés qui financent entièrement à travers des banques? Justement. Et après, l'État rembourse, j'imagine. Oui, c'est-à-dire, en fait, majoritairement, ces projets sont dans les énergies renouvelables. Il y a aussi un projet qui concerne un domaine spécifique. C'est un domaine spécifique que le Premier ministre a annoncé, la sécurité. Et ça, c'est dans tous les cas de figure, lorsqu'il y a un partenaire privé, il y a certainement des recettes qui entrent sur la base desquelles il se fait payer. Si c'est l'énergie photovoltaïque, par exemple, le solaire, comme on le dit, et comment ça se passe? Donc le partenaire privé choisit le champ de panneaux, sortir l'énergie qui est vendue à EDM. Donc il y a 2 contrats. Il y a un contrat de concession entre l'État et le partenaire privé et un contrat d'achat entre le partenaire privé, d'achat d'énergie entre le partenaire privé et EDM. Si c'est l'eau potable, c'est ça. Si c'est l'eau potable, c'est pareil. Si c'est l'eau potable, c'est le service qui est vendu. Et généralement, les projets d'eau potable qu'on a eu à structurer sont des projets qui sont au niveau des communes. Dans ce processus-là, permettez-moi de dire que, si vous voulez, de remercier les autorités communales qui ont trouvé un engouement à ce processus pour essayer de substituer au comité de gestion de l'eau potable un partenaire privé avec des indicateurs de performance pour leur éviter les défauts d'entretien du matériel qui a toujours fait, en tout cas, diminuer le rendement, pour ne pas dire un autre mot, à leur niveau, et qui fait que les projets sont faits et meurent petit à petit. Donc, je crois qu'à ce niveau, les autorités communales ont bien compris. Et d'ailleurs, nous avons fait spécifiquement, c'est bon que je vous le dise, un document, un guide dédié aux projets qui sont de leur niveau. Et pour le cas précis, par exemple, de certaines infrastructures, vous avez pris par exemple l'exemple du pont. Comment faire pour rembourser? C'est les usagers, le paiement par les usagers. Mais est-ce que ça se fait au Mali? Non, pas pour le moment, non. J'ai pris un pont. Sinon, il n'y a pas de projet de pont ici. D'accord. Moi, je suis ingénieur, donc c'est plus facile pour moi d'illustrer. Ok, d'accord. Et vous avez aussi 12 projets potentiels qui sont en phase de structuration. Ces projets sont dans quel domaine? Non, ça doit prendre combien de temps encore d'ici leur mise en œuvre? Bon, vous savez, on a commencé par dire au début, de façon précise, que l'unité est un organisme expert qui accompagne le processus. Donc l'unité n'est pas à un niveau de prise de décision politique. Et les projets qui sont structurés sont des projets dans le domaine de l'énergie, et toujours dans le domaine des équipements marchands, dans le domaine de l'eau potable. Et maintenant, vous allez suivre. Normalement, votre rôle, c'est de faciliter, mais aussi de suivre l'exécution des projets, non? Bon, le suivi, oui, on peut suivre, mais le suivi qui est souhaité, parce que si vous me permettez, je vais dire 2 mots. Vous savez, en grande partie, les autorités contractantes étaient représentées à cet atelier. Ce n'est pas un hasard. Les hautes autorités l'ont voulu ainsi parce que c'est elles qui conduisent le processus de bout en bout, différemment de certains pays. Donc, et à ce niveau-là,
Je pense que les autorités contractantes ont tout le rôle à jouer en maîtrisant le processus PPP pour faciliter la mise en œuvre et souvent même réduire les délais. Un dernier mot. Si on comprend bien, il s'agit des projets, quand on parle de PPP, des projets qui sont financés par des privés au bénéfice du public. Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Au bénéfice de la population. Ouais, c'est des investissements publics. Ouais. Parce que à terme, vous avez posé une question, à terme, le partenaire privé, à la fin du contrat, suivant tous les calculs qui sortent du plan d'affaires, donc est entièrement payé pour même l'argent qu'il a prêté et surtout et les risques par l'État, de toute façon par les consommateurs ou en tout cas par l'État à travers les paiements. Donc c'est pour cela qu'on dit à la fin du contrat, il est payé entièrement et les biens qui restent, ce qu'on appelle les biens de retour, ils reviennent à la personne publique, à l'État, à travers la personne publique qui les réceptionne et maintenant va décider peut-être soit de les mettre en régie pour si elle pense que elle a au niveau à son propre sein, ça peut être géré ou de trouver un nouveau partenaire ou de reconduire le partenaire s'il n'y a pas de grief. Merci beaucoup, M. Diallo. Nous passons maintenant à notre deuxième sujet avec la cérémonie de réception du bâtiment rénové du Centre de documentation en propriété intellectuelle, une initiative du Centre malien de promotion de la propriété industrielle CEMAPI en partenariat avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. En marge de cette cérémonie, il y a eu aussi la remise du certificat d'enregistrement de l'indication géographique protégée du Bogolan-Fini au Mali et la signature du contrat d'objet relatif au projet structurant de Siro Balembo. Suivons d'abord le reportage de Daouda Koné avant d'en parler avec notre invité. À l'heure où l'économie mondiale est dominée par la connaissance et l'innovation, le Mali aussi vient de se doter d'un outil pour l'émergence d'une économie fondée sur le savoir et la créativité. Il s'agit du Centre de documentation en propriété intellectuelle CDPI. À travers la rénovation de ce CDPI, le Centre malien de promotion de la propriété industrielle CEMAPI réaffirme sa volonté à mettre à la disposition des usagers une plateforme de référence intégrée et performante dédiée à l'accès stratégique à l'information technologique, scientifique et juridique. Ce joyau est le fruit de la coopération exemplaire entre le Mali et l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, qui a injecté plus de 170 millions de francs CFA pour la rénovation. Ce moment revêt pour l'OAPI une signification toute particulière, car il marque l'expression de la mise en œuvre concrète de l'une des missions fondamentales de l'OAPI. Le renforcement des capacités humaines à travers la formation en propriété intellectuelle et par ailleurs l'appui à l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle au service du développement. Le Centre de documentation en propriété intellectuelle CDPI mettra à disposition des chercheurs, inventeurs, industriels et opérateurs économiques maliens une base de données techniques de premier plan. Au-delà de l'inauguration d'un édifice, c'est un instrument de transformation que nous mettons aujourd'hui au service de la nation malienne. Pensé comme un espace d'intelligence économique, de diffusion du savoir et d'accompagnement stratégique, ce centre a vocation à devenir une interface de référence entre la connaissance et l'action, entre l'innovation et le marché, entre la créativité et la création de valeur.
Cette inauguration du local CDPI a été l'occasion pour l'OAPI de remettre le certificat d'enregistrement de l'indication géographique protégée IGP du Bogolan fini du Mali au groupement de la filière Bogolan et de la signature du contrat d'objectifs relatif au projet structurant production industrielle du sirop Balembo. Aujourd'hui, c'est un aboutissement de l'engagement de nos artisans qui ont travaillé main dans la main avec la CEMAPI, du ministère de l'Industrie, mais aussi ça ouvre des perspectives de travail et de collaboration. C'est une victoire culturelle, c'est une victoire identitaire, c'est une victoire économique. À travers ces motifs, ces symboles et ces procédés de fabrication, il porte en lui l'histoire des communautés qui l'ont façonné, la richesse de nos traditions et la créativité sans cesse renouvelée du peuple malien. L'enregistrement du Bogolan en indicateur géographique protégé consacre ainsi son authenticité, son ancrage territorial et son caractère unique d'appartenance au Mali, rien qu'au Mali. Afin que les acteurs du secteur privé puissent cerner le processus de certification de leurs produits ou de leur innovation, un atelier a été organisé à leur attention. Au cours de ce cadre d'apprentissage, Michel Gonomi, responsable de l'indication géographique à l'OAPI, s'est basé sur le règlement d'usage de l'OAPI, sur les IGP et sur le système de contrôle et de la stratégie d'étiquetage, commercialisation et de défense de l'IGP Bogolan fini du Mali. Alors, monsieur Soumaïla Moulay, vous êtes directeur du CEMAPI et vous êtes affilié, vous travaillez du moins avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Dites-nous d'abord quelles sont vos missions et les missions de l'OAPI. Merci monsieur Koné de nous avoir invités ce matin sur ce plateau d'Actu Hebdo. Je tiens tout d'abord à remercier nos autorités à travers lesquelles je salue l'engagement de monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce. Et je parle ici à son nom et sous son autorité, parce que le CEMAPI est un service rattaché au ministère de l'Industrie et du Commerce. Les missions en fait du Centre malien de promotion de la propriété industrielle, c'est essentiellement de pouvoir faire la protection, la promotion et aussi la valorisation de tout ce qu'on entend par propriété industrielle. Qu'est-ce qu'on entend par propriété industrielle? C'est un ensemble d'actions, n'est-ce pas, liées aux idées, à la créativité des agents économiques qui créent à partir de leurs idées, n'est-ce pas, des symboles, des signes, des labels qui sont protégés chez nous grâce à travers l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc cela m'amène directement à parler des missions de l'OAPI. L'OAPI, c'est une organisation internationale africaine qui a été créée depuis 1962, qui regroupe 17 États membres, dont le Mali. Et la mission principale de l'OAPI, c'est vraiment de garantir l'enregistrement et la protection de l'ensemble, n'est-ce pas, de ces créativités ou de ces créations liées à l'esprit, aux idées, n'est-ce pas, à travers des marques, à travers des brevets d'invention, à travers aussi ce que nous venons de voir, les indications géographiques protégées. Et vous êtes, parce que pour le CEMAPI, on parle de propriété industrielle, mais pour l'OAPI, on parle de propriété intellectuelle. Quelle est la différence? Parfait. En fait, la différence, c'est juste que la propriété intellectuelle regroupe à la fois la propriété industrielle et les droits d'auteur. D'accord. Voilà. D'accord. Donc au Mali, la propriété intellectuelle est scindée en deux entités. L'entité qui concerne la propriété industrielle est confiée au ministère de l'Industrie et du Commerce et les droits d'auteur confiés au niveau de la culture. Et vous avez mené donc plusieurs activités cette semaine. Il y a eu d'abord la réception du bâtiment rénové du Centre de documentation en propriété intellectuelle CDPI. C'est quoi comme centre? Merci, M. Koné. Avant de répondre à cette question, je tiens à préciser dans l'élément
que le reporter parlait de 170 millions. Plutôt, c'est un investissement de près de 300 millions que le bâtiment a coûté. La rénovation du bâtiment. La rénovation du bâtiment. Et je tiens à souligner que cette rénovation a été acceptée grâce au leadership éclairé de M. le ministre de l'Industrie, qui a eu à défendre ce projet. Ce CDPI, en fait, quand on regarde dans l'architecture, n'est-ce pas, au niveau africain, le Mali est l'un des premiers pays à avoir doté, n'est-ce pas, l'OAPI de CDPI. Voilà. Donc le Mali a mis à la disposition de l'OAPI ce CDPI qui abrite en fait le CEMAPI. Voilà. Donc ce CDPI permet à l'ensemble des acteurs ou des parties prenantes de bénéficier des services liés aux actifs de la propriété intellectuelle. Donc nous disposons d'un centre de documentation, notamment pour l'ensemble des chercheurs, des universitaires, des étudiants, aussi du monde professionnel qui peuvent venir consulter les informations stratégiques liées à la propriété intellectuelle. Il y a certainement des conditions pour accéder au service de ce centre, de ce CDPI? Bon, de façon, grosso modo, ce centre, tout ce qui concerne le partage de l'information, la documentation, elle n'est pas payante. Mais pour ceux qui veulent venir protéger, par exemple, leur marque, leur label, leur invention, il y a des droits tout simplement qui sont payés, des droits symboliques qu'on paye pour pouvoir bénéficier de ce titre en propriété intellectuelle. Et ces droits symboliques vous permettent de vivre, de faire vivre le service, les infrastructures, de mener tout ce qu'il faut comme entretien? Bon, en fait, là, il faut faire attention parce que nous, on est structure publique. Nous bénéficions de la subvention de l'État. Voilà. Maintenant, les paiements de ces droits, c'est des droits qui sont directement versés à l'OAPI, qui, en contrepartie, nous donne aussi une subvention de fonctionnement. D'accord. Il y a eu aussi la remise officielle du certificat d'enregistrement de l'indication géographique protégée du Bogolan fini au Mali, au groupement de la filière Bogolan. Il s'agit de quoi exactement? Merci. En fait, l'indicateur de géographie protégée, comme je vous l'ai si bien dit tout de suite, c'est un actif de propriété industrielle qui est l'IGP, qui confère au produit, n'est-ce pas, une indication ou une identité géographique. Donc, qui connaît le Bogolan fini du Mali? Tout le monde sait que le Bogolan est une production, est un produit du Mali, mais qui est produit dans plusieurs bassins de production. Donc, cet indicateur confère au Bogolan malien une identité de propriété. Donc, une certaine exclusivité de ce produit. Donc, quiconque veut utiliser ce Bogolan doit normalement passer par l'acquisition de ce droit de propriété auprès, n'est-ce pas, du Mali. Mais quand vous dites indication géographique, le mot géographique, ça veut dire que c'est uniquement au niveau de l'Afrique, ou bien est-ce que ça peut être élargi au niveau mondial? Bon, pour le moment, puisque je vous ai dit, les pays membres de l'OAPI, c'est 17 pays. Donc, quand vous avez cette indication géographique, c'est comme si vous êtes protégé sur les 17 pays de l'Afrique. Voilà. Mais au-delà, c'est pas possible. Bon, au-delà, il y a d'autres canaux, il y a d'autres voies par lesquelles on peut aussi porter la protection. Voilà. Monsieur Diallo, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ou de ces initiatives, notamment avec le Bogolan, notamment avec tout ce qui est appui aux chercheurs, aux innovateurs pour la propriété intellectuelle ou industrielle? Merci beaucoup. À travers son exposé, vraiment je suis réconforté dans la mesure où je pense que de plus en plus on doit protéger la créativité. Nos artistes, nos créateurs sont très talentueux et méritent d'être protégés pour pouvoir vraiment vivre du fruit de leur créativité et aussi créer une dynamique interne au sein de l'économie malienne, parce que toute l'économie est basée fondamentalement sur
la production interne, d'abord la consommation, après l'exportation. Si j'encourage personnellement cette structure à travers qui est bien soutenue au niveau politique, d'après ce que j'ai entendu, pour vraiment renforcer la vigilance et encourager les producteurs et créateurs au niveau malien. Merci beaucoup. Alors, monsieur Soumaïla Moulé, est-ce qu'ils sont nombreux les produits maliens qui bénéficient déjà de cette indication géographique protégée? Merci monsieur Koné. En fait, je m'en vais un peu élargir l'assiette. Au niveau de l'Afrique, sur les 17 pays africains, il n'y a que 25 produits qui sont reconnus, certifiés IGP. Mais le Mali en dispose déjà de 2. Voilà. Le premier, c'est l'échalote de Bandiagara. D'accord. Voilà. Et puis le deuxième, l'oignon de Bandiagara, justement, est certifié IGP. D'accord. Voilà. Et puis maintenant, on vient d'avoir pour le Bogolan. Et très bientôt, on est en train de travailler aussi sur le sel GEM de Taoudine. D'accord. Voilà. D'accord. Et qui pourrait être aussi certifié. Si on est là dans le processus. Très bientôt, on va déposer la procédure. Et il y a aussi, vous avez eu aussi la signature du contrat d'objectif relatif au projet structurant du sirop Balembo. Qu'est-ce que cette signature représente? Merci encore une fois. Ça, c'est la 3e activité que nous avons eu à mener cette semaine à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. Parce que je rappelle qu'en fait, ce projet est sur le sirop Balembo est un projet structurant qui a été arraché de haute lutte par monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce lors de la 72e session du Conseil d'administration de l'OAPI, où le Mali a été classé sur 102 pays, 2e, et a bénéficié d'un financement. Il a été classé 2e. 2e, d'accord. Après le Burkina. D'accord. Et le Mali a eu un financement à hauteur de 172,5 millions pour ce projet. Ouais. C'est un projet structurant de labellisation basée sur la marque collective de certification qui est portée par plusieurs acteurs. C'est ça le côté structurant de ce projet, parce que ça met en relation plusieurs acteurs. D'abord le ministère de l'Industrie et du Commerce à travers le CEMAPI, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique à travers l'Institut national de recherche en médecine et pharmacopée traditionnelle. Il y a aussi le ministère de la Santé à travers la pharmacie populaire du Mali et aussi l'UMPP. Bon. S'ajoute à ça un 5e acteur qui regroupe un peu le monde de la Fédération malienne pour les tradithérapeutes. Donc ce projet est structurant parce qu'il permet d'apporter une certaine clarté, une certaine visibilité et une stratégie pour la production, surtout des médicaments traditionnels améliorés. Cette fois-ci, nous avons porté l'accent sur le sirop Balembo et d'ici la fin du projet, d'autres produits basés sur la médecine traditionnelle seront aussi appuyés. Voilà. Et le sirop Balembo, c'est pour traiter la toux, c'est ça? Mais c'est pour avoir aussi le certificat d'indication géographique. On a déjà déposé le label, ce qu'on appelle la marque de certification, à travers l'Institut national de recherche en médecine traditionnelle, qui ont déposé pour avoir cette fois-ci un label de certification pour les médicaments basés sur la médecine traditionnelle. Ça veut dire quoi, grosso modo? Ça veut dire que pour tout produit qui veut avoir ce label de certification doit passer par une validation de qualité au niveau de l'Institut qui certifie la qualité du médicament traditionnel avant que ça ne soit délivré aux consommateurs. Donc ça permet à l'État, surtout quand le projet est bien mené, de pouvoir sécuriser ce secteur de la médecine traditionnelle. Mais dans le secteur de la médecine traditionnelle, vous avez choisi le sirop Balembo, pas
pas d'autres produits. Pas d'autres pour le moment. Pour le moment. Mais d'autres produits peuvent aussi être éligibles à cela parce que on veut, c'est un début, parce que la production à l'échelle industrielle des médicaments traditionnels n'est pas quelque chose de facile. Mais on veut que ça soit quand même un phénomène structurant et stratégique pour le Mali et qui pourra tout simplement, dans le combat de la souveraineté et de notre développement endogène, encourager à l'industrialisation effectivement de cette médecine traditionnelle. Et vous avez organisé aussi un atelier destiné justement au secteur privé pour parler de certification de produits. Est-ce que ça va tout dans le même sens? Est-ce que c'est pour permettre au privé de présenter assez de produits pour certification? Bien sûr, M. Koné. En fait, une de nos missions aussi, c'est de renforcer les capacités. Donc, dans le cadre, puisque vous le savez, la propriété industrielle n'est pas quelque chose qui est très bien partagé par l'ensemble des acteurs, et on a profité de ces événements pour pouvoir faire de la sensibilisation et d'informer aussi les acteurs du domaine, pour surtout les former par rapport, n'est-ce pas, à l'indicateur géographique protégé, puisqu'ils puissent comprendre comment est-ce que le produit est certifié, comment le contrôle se fait, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'avoir un label, parce que c'est vrai, l'IGP c'est un label à vie, mais si on ne respecte pas les cahiers de charge, on peut perdre ce label. Donc c'est le moment de partager l'ensemble de ces contours, n'est-ce pas, autour de ces questions, montrer comment on fait le contrôle de qualité afin de pouvoir continuer à bénéficier davantage de cet indicateur. Et de façon générale, est-ce qu'au Mali, on est informé, on est sensibilisé par rapport à tout ce qui est propriété intellectuelle, tout ce qui est propriété industrielle? Est-ce que c'est courant que les gens viennent vous voir par rapport à ça? J'avoue que c'est timide. C'est, en fait, quand on m'a mis devant cette structure, mon combat, c'est effectivement de pouvoir élever le niveau de la compréhension de la propriété intellectuelle ou industrielle. Parce que même dans le milieu universitaire, les gens ne comprennent pas trop souvent de quoi il s'agit. Donc c'est vraiment des créneaux ou des plateaux sur lesquels nous pouvons maintenant porter le message pour que les gens comprennent l'objet ou la nécessité même de protéger en fait tout ce qui est investissement immatériel. Monsieur Diallo parlait d'investissement. En fait, le point est vite trouvé parce que nous sommes ici dans le cadre de la promotion des investissements. Beaucoup plus les gens comprennent l'investissement productif. Mais nous sommes beaucoup plus portés sur l'investissement immatériel, intellectuel. Voilà. Mais dans le cas pareil, vous allez vers les chercheurs, par exemple, il y a les chercheurs et qui font aussi, qui créent, il y a les chercheurs qui créent, pas seulement au niveau de la médecine, mais aussi à d'autres niveaux pour qu'ils viennent certifier. Si, il y en a beaucoup. D'ailleurs, le Mali a présentement beaucoup de brevets. Cette année, l'année 2025, on a enregistré près de 16 brevets. Donc les chercheurs, on va vers eux. Nous disposons d'un centre d'appui à la technologie et à l'innovation, où les chercheurs viennent souvent pour accéder à l'information. Et au niveau aussi du Mali, et même au niveau des universités, on a mis en place des points focaux. Voilà, on a présentement près de 63 points focaux qui peuvent partager l'information technologique et de l'innovation avec l'ensemble des acteurs qui évoluent dans le domaine de la recherche. Le point focaux à Bamako est sur l'ensemble du Mali. Parce que très généralement, dans les régions, les gens sont oubliés. Effectivement, dans les régions, les gens pourtant là-bas, il peut y avoir des chercheurs, il peut y avoir des gens qui ont des idées, qui peuvent... Mais je vais même vous surprendre, parce que quand je vous parle d'inventeurs, la plupart de nos inventeurs, c'est des inventeurs isolés. Souvent même, c'est des gens qui n'ont pas le niveau d'études supérieures. Voilà.
les chercheurs des mondes universitaires sont assez timides, n'est-ce pas, dans le domaine des brevets. Il y a quelques brevets, effectivement, du monde universitaire, notamment dans les domaines des sciences techniques. Voilà, mais c'est un peu timide. Et comment vous faites pour encourager justement ces inventeurs isolés? Ouais. Donc, l'encouragement se fait, par exemple, en 2025, nous avons eu à tenir un atelier sur le mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation, où on essaie de les amener et de les faire comprendre la nécessité et leur mission, n'est-ce pas, en tant qu'inventeur innovateur. Parce que le problème auquel on se bute souvent, l'inventeur veut être sur les deux bouts de la chaîne, à la fois producteur et commerçant et autres. Alors que, en fait, je les ai fait comprendre que l'inventeur, il est là pour produire des idées, inventer. Maintenant, vous pouvez vivre de ce produit à travers vos titres de propriété que vous avez. Voilà, c'est comme quand vous avez votre titre foncier, soit vous construisez votre maison, ou vous pouvez même aller garantir ça pour avoir un prêt, etc. Donc, il y a des mécanismes notamment qu'on peut utiliser pour vivre réellement de son invention à travers des licences, voilà, ou des contrats qu'on peut avoir pour permettre à certaines entreprises qui sont intéressées par l'invention de pouvoir les exploiter. Mais et au niveau de la production, parce que quand on invente, il y a aussi après l'idée, ensuite il y a la production. Vous n'intervenez pas, vous n'appuyez pas, vous ne donnez pas de conseils? On a une cellule, un département qui se charge des transferts de technologie. Voilà, où on essaie toujours de mettre en relation les inventeurs, innovateurs avec le monde socio-professionnel pour qu'ils puissent vraiment tirer des fruits de leur création. Merci beaucoup, monsieur Issoufou Soumaïla Moulay. Vous êtes directeur du Centre malien de promotion de la propriété industrielle. Merci également à vous, monsieur Issa Assimi Diallo, coordinateur du partenariat de l'unité partenariat public-privé. Merci à tous les deux, merci d'être venus. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, le journal de 13h avec Habibatou Koyan Diakité. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité, un numéro consacré à la diplomatie malienne avec une nouvelle dynamique de coopération Mali-Maroc. Le Mali réajuste sa carte diplomatique en actant la non-reconnaissance de la République arabe sahraoui. Une décision confirmée par le retrait de sa reconnaissance de la République sahraoui démocratique. Le Mali réaffirme son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc. Une voie ouverte donc au renforcement des relations historiques et stratégiques entre le Mali et le Royaume du Maroc. Qu'est-ce qui explique ce choix en matière de diplomatie? Quels sont les avantages d'une telle décision dans le contexte de repositionnement géopolitique? Quel impact sur la paix et la stabilité régionale? Diplomate, représentant de la société civile et spécialiste des relations internationales, apporte des éclairages. À suivre dans Questions d'actualité de ce dimanche.